Enfin, on s'attaque à ce papier nommé Étincelle d'intelligence artificielle générale et qui a été pondu par des chercheurs et chercheuses de chez Microsoft fin mars, là, le 27 mars 2023. C'est intéressant parce que, alors même si c'est pas complètement neutre, vu que Microsoft est impliqué dans GPT-4 pour notamment l'intégration dans Bing et tout, bah, c'est quand même des gens qui ont essayé de voir si on se rapprochait d'une AGI. L'AGI étant l'intelligence artificielle générale capable de comprendre toutes sortes de problèmes. À la différence des IA très spécialisées comme Midjourney qui fait que dessiner. Euh, ChatGPT est un peu à mi-chemin. C'est quand même, c'est voilà, c'est considéré par certains juste comme un vulgaire chatbot un peu débile, mais on verra quand même que c'est capable de comprendre pas mal de choses différentes. Dans ce papier, quand ce sera GPT-4 là, qui a été écrit comme ça désigne vraiment la dernière version, la 4, qui est un peu en galère en ce moment, hein. Leurs serveurs ont l'air surchargés, mais bon. Euh, et quand on parle de chat GPT dans ce document, ça fait référence aux versions précédentes, en l'occurrence plutôt la 3.5. Je vais pas, c'est un document assez long de plus de 150 pages, donc je vais aller assez vite et déjà faire un petit topo des notions qui seront abordées. Et après, je passerai chaque partie. Je ne vais pas lire évidemment l'ensemble du document, mais je vais juste passer en revue les différentes parties pour qu'on voit de quoi il s'agit, grosso modo. Ça peut être sympathique. Donc après une introduction qui montre déjà quelques prompts qu'on peut envoyer et les réponses en comparant 3.5 et 4, on arrivera dans la partie chapitre 2, tout ce qui est multimodal, donc notamment, principalement les images, mais un petit détour par la musique. Un chapitre 3 sur le codage, qui est la partie que j'utilise le plus hein, avec ces IA. Je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant et très utile. Chapitre 4 sur les capacités mathématiques. Chapitre 5 pour les interactions avec le monde. Chapitre 6 pour les interactions avec les humains. Chapitre 7 va parler notamment du fact-checking. Enfin, voilà, on dit souvent que ces IA hallucinent, et c'est vrai, hein, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Chapitre 8, ça va parler des limites en tant que planification, enfin mémoire et planification. Par exemple, lack of planning in text generation. Si on veut faire un roman avec ce genre d'IA, c'est pas idéal pour l'instant. Bien que certains s'y attellent et ont des résultats, hein, mais en tout cas, il faut beaucoup guider l'IA qui a du mal à voir vraiment sur des grands travaux. Bon, petit à petit, on se rapproche de la conclusion et ça va vers des idées de prévision de l'avenir et enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut attendre comme influence, par exemple, sur la société, chapitre 9. Et chapitre 10, voilà, ce sont justement les conclusions avec les définitions d'intelligence, d'AI, d'AGI. Donc, comme je disais, l'AGI, c'est l'intelligence artificielle générale qui pourrait comprendre toutes sortes de problèmes. Donc, le papier ne dit pas que ChatGPT en fait partie, mais que ça s'en rapproche peut-être un petit peu. Mais il faudra encore des années avant d'atteindre ce stade, qui ne signifie pas, AGI n'est pas synonyme d'IA consciente. Hein, il n'y a pas d'idée forcément de conscience de soi, ni de super intelligence. Ça, c'est ce qu'on désigne sous ASI, Artificial Super Intelligence, pour désigner les IA dont l'intelligence dépasse très largement celle des humains. Bon, ça, hypothétiquement, ça pourrait arriver dans plusieurs décennies, mais ça, c'est pas à l'ordre du jour tout de suite, normalement. On ne sait jamais, mais voilà. Ensuite, on a des annexes qui sont intéressantes, notamment pour aller voir certains. Il y a un exemple qui m'avait bien plu, ils ont fait interagir l'IA avec un jeu textuel à l'ancienne, type années 80, là, une fiction interactive. Il y a des jeux modernes hein, qui se font dans ce genre-là, mais c'est typique de jeux qui ont quelques décennies et qu'on peut facilement utiliser pour faire promener une IA là-dedans. Ici, donc j'arrive au chapitre d'introduction. On a des prompts. Hein, donc les prompts, pour rappel, ce sont ces phrases qu'on donne à l'IA pour lui demander de faire quelque chose, tout simplement. Et donc il y a tout sur LinkedIn ou sur Reddit et tout. Il y a plein de gens qui se réclament de ce nouveau métier qui serait le prompt engineer.
Et par rapport à ce champ qui serait l'ingénierie du prompt, alors oui, il y aura sans doute quelques boulots, enfin peut-être même beaucoup hein, liés à ça, mais il y a quand même aussi beaucoup de bullshit là-dedans, mais on verra, on verra. Ça, pour l'instant, c'est vraiment une phase. Il faut attendre que ça se décante un peu. On y verra plus clair dans quelques années, mois, jours, je sais pas, ça va vite, mais. Donc, premier prompt, pour donner un peu une idée, hein, c'est une intro, ça donne une idée de ce qu'on peut faire. Peux-tu écrire, donc ça c'est pour GPT-4, que peux-tu écrire une preuve qu'il y a une infinité de nombres premiers, tout en faisant en sorte que chaque ligne rime. Donc un poème mathématique. Et ça sort pas mal avec la version 4, surtout en anglais, puisque quand même l'IA a plus de choses à se mettre sous la dent dans cette langue. Mais même en français, ça s'est quand même bien amélioré, les capacités verbales, et notamment poétiques. En version 4, franchement, c'est sympa. Donc là, on a bel et bien un- quelque chose qui mathématiquement fait plutôt sens, je pense. Après, je suis pas mathématicien, mais ça m'a l'air pas mal. Et donc, on a des véritables rimes qui sont pas non plus trop pauvres ou trop idiotes, quoi. Can, plan, proof, aloof, list, mist, together, clever. Voilà, c'est pas des rimes de dingue, mais c'est correct. Autre prompt, dessine une licorne en TXZ. Alors, j'utilise pas TXZ, mais j'utilise LaTeX qui a priori fonctionne avec. L'idée, c'est voilà, de demander à l'IA de générer un code qui va permettre de dessiner quelque chose dans LaTeX, qui est un outil de mise en forme de texte, hein. Le document, il a l'air d'être fait avec LaTeX, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a une licorne un peu dégueulasse, mais c'est parce que c'est. On retrouve quand même le corps, les pattes, la tête, la corne, la queue et tout. C'est pas mal, franchement, pour une IA qui n'est pas capable de voir ce qu'elle fait. Parce que là, ils ont testé ça au début de GPT-4. C'était pas encore multimodal. C'était pas une version où on peut intégrer des images. Bon, ce côté multimodal, d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre ça, début avril, c'est toujours pas disponible pour le grand public, enfin, pas à ma connaissance, mais en tout cas, il y a eu des démos faites comme quoi on pourrait bientôt faire manger des images à GPT-4. Donc là, l'IA dessine ça, mais elle n'est pas capable de voir ce que ça donne. Quand elle sera capable de consulter le résultat et de peut-être s'en servir de base pour améliorer ce qu'elle fait, je pense que ce genre de tâche risque de s'améliorer grandement quand on aura ce genre de boucle possible. Et on voit sur les subreddits divers et variés dédiés à tout ça, il y en a plein, que des tas de gens essayent de mettre en place de la récursivité, en tout cas de la réflexion dans les processus proposés à GPT-4. L'inciter à réfléchir à ce qu'elle produit pour se corriger un peu elle-même. Donc là, on a une proposition, un prompt très complexe, mathématique, avec demande de diagrammes camembert, etc. Et ça génère un code. Alors, ça génère pas ces images-là, hein, pour qu'on soit clair, hein. GPT-4 n'affiche pas cette licorne, n'affiche pas ces graphiques. GPT-4 donne du code ou du texte qui est compatible avec des outils qui vont afficher ces choses-là, etc., etc. Encore des mathématiques avec de la résolution d'équations et tout. Enfin, c'est rigolo. Donc ça, c'est GPT-4. Et une comparaison ensuite avec ChatGPT, qui est donc les versions d'avant, hein, avant la version 4, donc on va dire 3.5 si je ne m'abuse, où là, on retrouve deux des exemples, le poème mathématique sur les nombres premiers, qui est pas mal. Alors je vais pas comparer l'aspect mathématique, parce que s'il y a des nuances intéressantes à voir, je risquerais de les rater ou quoi. C'est pas tellement là-dessus que je vais m'attarder, mais tout bêtement, au niveau du texte et des rimes, ça commence là. Voilà, ici, il fait rimer prime avec prime, donc bon, c'est pas trop compliqué. One avec down, donc ça finit, les lettres sont les mêmes, mais le son est pas le même, etc., etc. Donc c'est pas, globalement, pour les rimes, c'est quand même moins bien. Et la licorne, bon, c'est compliqué. Là, faut l'achever, la pauvre licorne, là, ça va pas, là.
Donc c'est quand même la preuve qu'il y a eu une progression sur la version 4 tout de même. Ok. Oula, mince. C'est pas là que je voulais cliquer. On y revient. Donc, il y a beaucoup d'infos, donc forcément, je vais passer un peu vite. Je vais pas forcément. Ah oui, enfin, je vais pas trop m'y attarder, mais ce qui est rigolo, c'est que parfois ils font étudier l'IA par l'IA. Par exemple, là, le dialogue Gorgias de Platon est une critique de la rhétorique et de l'art oratoire sophistique, comment on dit, enfin, ouais, en tout cas les sophistes, etc., etc. Et donc, peux-tu écrire un dialogue par Platon où, à la place, il critique l'usage des modèles de langage d'IA, etc. Et en fait, on donne ce prompt à GPT-4 et à GPT-3, et après on demande à GPT-4 de comparer les deux résultats comme s'il était un professeur. Bon, et, et il donne une meilleure note à GPT-4 qu'à GPT-3. Bon, c'est rigolo. Alors voilà, là on commence à avoir quelque chose qui, je pense, c'est le cœur. On est toujours dans l'intro, et ça montre déjà où on va et l'intérêt du document. Et c'est un peu le genre d'énigme que je mets en avant quand j'entends un peu trop souvent dire que GPT-4 c'est juste du texte probabilistique et que ça n'a pas trop d'intérêt. Bah, je suis pas d'accord parce que même enfin, c'est vrai qu'il y a une génération de textes de ce type, mais il y a quand même aussi une vraie compréhension des consignes qu'on lui donne. Et c'est ça, en fait, qui est plutôt impressionnant. Même si le texte, parfois, qui arrive derrière est pas ouf. Donc ici, on demande... Voilà, nous avons un livre 9E, un ordinateur portable, une bouteille et un clou. Dis-moi comment les empiler les uns sur les autres d'une manière stable. Donc, GPT-4 répond: un moyen possible de les empiler est de faire ceci. Placer le livre à plat sur une surface plane, comme une table ou sur le sol. Ça sera la base pour le reste. Arranger les 9 E sous forme de 3 par 3, un carré de 3 par 3, sur les livres, en laissant un peu d'espace entre eux. C'est quand même une suggestion dingue, quoi. Enfin, je veux dire, pour une IA, je trouve ça vraiment fou, quand même. Les œufs, donc, ça sera la deuxième couche au-dessus du livre, pour distribuer leur poids équitablement. Et fais attention à ce que les œufs ne soient pas craqués, fêlés, etc. Et ensuite, placer le laptop, l'ordinateur, sur les œufs. Alors peut-être que... Et il précise même dans quel sens doit être l'écran et tout. Si jamais, parce qu'il n'y a pas pensé à fermer. En général, on peut le fermer et il n'y a pas de clavier avec des touches qui dépassent, qui risque de casser les œufs. Mais alors peut-être que ça serait mieux de mettre le portable dessous. Quoi que je sais pas. Non, le livre, au moins, on est sûr qu'il est plat, quoi. Mais c'est possible que l'ordinateur soit plus lourd. Bon, quoi qu'il en soit, à la fin, et après il met la bouteille, le clou tout au-dessus et tout. Parce que c'est l'objet le plus petit et tout ça. Que disait GPT-3, donc, et qui est sorti quelques mois avant, mais c'était quand même, à l'échelle de l'humanité, on n'est pas sur un délai énorme. GPT-3 disait: il serait difficile d'empiler tous ces objets parce que certains sont trop gros et tout, gna gna gna. Il propose quand même une solution: placer la bouteille sur une surface plane. Placer la bouteille sur une surface plane. Ah, faites attention, prenez le temps de balancer, de mettre en équilibre le clou sur la bouteille. Et ensuite, placer les œufs. Donc, il est vraiment, ouais, au sommet du clou. C'est-à-dire qu'il veut vraiment mettre le clou cul en bas et la pointe en haut, on dirait, quoi. Placer les œufs au-dessus du clou en s'assurant qu'ils sont bien en équilibre et qu'ils ne penchent pas d'un côté. Ouais, ça va être compliqué, hein. Ça va être très long comme étape, hein.
Ensuite, placer le. Et donc là, les œufs, le seul moyen de les mettre sur un seul clou, si tant est qu'on pourrait y arriver, ça serait de les mettre les 9 les uns au-dessus des autres, hein. Et là-dessus, voilà, placer l'ordinateur portable en vérifiant qu'il est bien. Et il met le livre au-dessus, tout en haut. Cette pile pourrait ne pas être très stable, donc c'est important de faire attention quand on la manipule. Oh mon Dieu. Donc c'est rigolo. Et la conclusion, c'est GPT-4 montre plus de sens commun, de bon sens que les modèles précédents. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, ça va être très long si je lis chaque exemple, donc je vais aller un peu plus vite. On arrive à la composition multimodale. Alors, la première image ici, c'est Composition bit, une œuvre par Vassili Kandinsky. La seconde et la troisième sont produits par GPT-4 ici et GPT-3 à droite. Avec le prompt, produit un code JavaScript qui crée une image graphique aléatoire qui ressemble à une peinture de Kandinsky. Et clairement, oui, GPT-4 s'en sort beaucoup mieux, c'est évident. Je sais pas, je pense que je vais passer un peu vite sur cette question, sur cette partie. On revient sur la preuve. On revient sur la preuve mathématique des nombres premiers, mais cette fois sous forme de pièce de théâtre à la Roméo et Juliette, du Shakespeare. C'est vraiment des exemples. Ça serait rigolo de faire un. Ce serait peut-être un truc à faire en collaboratif pour avoir plus d'idées un peu dingues, mais ça serait intéressant de faire un papier en français de ce style et qui irait chercher, sans faire une traduction a posteriori, qui irait chercher vraiment directement des prompts en français et des résultats de ChatGPT en français et de GPT-4 en français. Ça pourrait être cool. Là, encore une fois, il demande deux versions, deux résultats, et il demande à GPT-4 de noter les deux. Donc, il donne un A à GPT-4 et un B à GPT-3. Parce que GPT-3 ne rime pas et que la métrique n'est pas correcte, etc. La GPT-4 aussi a fait une meilleure dissociation des avis dans le côté débat et tout, quoi. Ah, c'est top, c'est top. Alors, on va accélérer un peu. On avait parlé des licornes tout à l'heure. Ici, on demande à l'IA de générer des fichiers SVG, des images vectorielles, hein. Donc, c'est pas dessiné par pixels, mais on fait des formes. Bah, c'était comme ça la licorne aussi, hein. On dit là, je veux tracer une ellipse avec voilà, une ellipse, un cercle, un rectangle avec telle dimension et tout, telle couleur. Et ça, alors ça doit être. Je remonte un petit peu. Je crois qu'il y a une partie que j'ai ratée. Voilà. Je suis passé un peu vite là-dessus. C'est pour bien comprendre, c'est important. On voit que le coup de la licorne, déjà, ils l'ont fait évoluer à plusieurs. Ils ont reposé la même question à plusieurs mois d'intervalle au fur et à mesure que l'IA a été affinée et se développait de plus en plus. Et on voit qu'il y a eu une amélioration. Les pattes sont plus dessinées juste de la même façon. La tête de la licorne est bien meilleure au bout de quelques mois, etc., etc. Donc je reviens ici. Et donc, on peut supposer que ça, c'est des versions assez poussées de GPT-4 qui ont sorti ça quand même. Donc, pour une automobile, bon, les quatre roues sont du même côté, sont toutes visibles, c'est pas parfait, mais bon, il y a un petit quelque chose. Automobile, truck, camion, quoi, chat et chien. Le chien avec le petit ciel et tout derrière, enfin, c'est marrant. La génération d'images, au-delà de la mémorisation, alors encore une fois, on utilise le langage TICZ pour créer, pour permettre à GPT d'utiliser du code pour créer des images. Et là, c'est itératif, c'est-à-dire on demande une première version d'un personnage composé de lettres de l'alphabet. Donc là, il a fait un Y, un O, un H. Feel free, on lui dit, tu peux ajouter d'autres choses si tu veux. Donc il a rajouté les pieds, et puis je sais pas, un rond dans la tête. Et ensuite, l'idée, c'est qu'il y a des prompts ensuite qui demandent de modifier. On dit,
le torse est trop long, les bras sont trop courts, etc., etc. On dirait que le bras droit porte le visage. Donc là, ça a été bien corrigé. La tête est recentrée, les bras sont allongés, le torse raccourci. Et ensuite, troisième prompt. S'il te plaît, ajoute une chemise et un pantalon. Et hop là, voilà. On perd un peu le côté lettre de l'alphabet, mais il a quand même fait ce qu'on lui demandait, plus ou moins. Pareil, des dessins où on va... Alors, il y a un premier prompt sur lequel on donne des consignes générales. Ça serait que j'aime bien faire ça aussi pour générer des fichiers pour Excel ou ce genre de choses. Hop. Donc on a ici un premier prompt qui donne des consignes générales, chose que j'utilise aussi volontiers pour faire des fichiers Excel ou ce genre de choses. C'est là qu'on m'a demandé de faire du code pour faire du vectoriel, etc. Et ensuite, on a différents prompts qui vont bah, faire des requêtes précises, quoi. Fais-moi un cochon et la lettre H. Donc c'est précis dans la consigne générale hein, qu'il faut combiner les deux éléments qui vont être donnés. Une maison et la lettre U, une chaise et la lettre K, etc. Et l'IA se débrouille pas trop mal. Enfin, on sent que c'est les balbutiements de cette techno, hein, mais bon, c'est déjà un petit début sympathique. Ok. Très bien. Alors là, après, bon, ça parle un peu d'autres IA comme Stable Diffusion, DALL-E, etc. C'est vrai qu'on peut demander à certaines IA de générer des prompts pour d'autres IA, etc. Donc, clairement, c'est quelque chose aussi qui vaut le coup d'être exploré, mais là, le document passe très très vite là-dessus. Pour la musique, je pense qu'on verra des choses arriver bientôt. J'ai vu quelques articles qui montrent ce qu'on est sur le point d'arriver à faire pour la musique. Ça s'annonce très sympa. Moi, j'ai un peu essayé de demander à GPT-3, j'avais essayé avec la version 3.5, de générer du code pour Sonic P, qui est un langage de programmation musicale en Ruby, là, et basé sur Super Collider. C'était mignonné, mais ça tournait vite en rond. J'ai pas réussi avec la version 4, il faudrait que j'essaye ça. Donc oui, on peut demander des suites d'accords, etc. Donc tout ça, voilà, c'est tout à fait faisable. Mais bon, n'étant pas musicien, ça va pas. Enfin, moi, je fais que des trucs très simples, hein, de l'ambiance et compagnie, donc je peux pas trop juger de la qualité de ce qui sort là. Mais en tout cas, voilà, il y a des articles qui montrent que niveau musique, pour l'instant, on a beaucoup vu des choses dingues arriver pour les images, des choses assez folles aussi pour le texte. Bientôt, on devrait pouvoir entendre des musiques et des sons créés par des IA et que n'importe qui pourra demander facilement. Genre, ça sera possible de demander n'importe quelle chanson à la manière d'un autre artiste, etc. Ça risque aussi de générer pas mal de buzz sur les réseaux sociaux. On peut s'attendre à cette vague-là. Le codage. Alors le codage, c'est vraiment, 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 vraiment impressionnant, même si ça génère quand même des bugs. Hein. C'est pas... Moi, je l'ai utilisé plusieurs fois pour générer des scripts Python ou du Bash, enfin des scripts un peu de base aussi pour. Mais pour Python, je m'en sers pas mal et c'est pas parfait, mais c'est très pratique. Ça permet de savoir aller chercher quelle bibliothèque quand on veut. Quand on veut faire un truc très précis, ça sera capable de nous dire ah ben on peut aller chercher ça, on peut aller chercher ça, on peut aller chercher ça. Ça va prendre parce que c'est difficile de connaître tout ce qui existe en termes de librairie euh, pour faire par exemple la reconnaissance de caractères dans un PDF ou alors faire une rotation d'image ou ce genre de choses. Et ben ça, GPT-4 qui est capable enfin qui a tout assimilé et qui peut trouver instantanément tout ce qui est dans sa mémoire, va, va pouvoir faire gagner beaucoup de temps pour le début du script. Aller chercher les bons bouts de programme et créer un début de structure. Après, en général, soit la structure est pas très bonne et il faut débugger là-dessus, soit il y a des parties, comme il se base sur 2021, soit il y a des bouts de code qui sont dépréciés, qui sont plus bons et qu'il faut mettre à jour. Bon, il y a chaque script que j'ai fait en m'aidant de ChatGPT, ça a quand même mis des heures à être finalisé. Hein. Mais de plus en plus de gens qui programment
s'en servent pour les accompagner. Et même, je vois même beaucoup de forums où des gens disent je sais pas programmer, mais grâce à GPT-4, j'ai réussi à faire ceci ou cela. Donc c'est vraiment, voilà, je peux confirmer d'une manière très pratique, ça m'a servi et ça me servira encore. C'est mon usage principal, pas, je sais pas, un de mes usages principaux de cette IA et c'est la raison pour laquelle je paye l'abonnement à GPT-4. Ok. Alors là, on lui demande carrément de faire un jeu 3D en HTML avec JavaScript. 3 avatars qui sont des sphères. On bouge avec les flèches et tout. Et ma foi, ça donne quelque chose qui n'a pas l'air dingo, mais ce ne sera pas le prochain succès sur Steam. Mais c'est quand même déjà impressionnant quand même. Écrire du code pour le deep learning. Donc ça, c'est quand même une étape, c'est un peu plus costaud au niveau programmation. Et bah là, j'ai pas trop vu de retour sur des gens qui faisaient ça, mais donc avec GPT-3 et 4, les deux produisent des modèles avec un code valide, mais seulement GPT-4 suit vraiment les instructions qui ont été données. Ensuite, on passe à du codage par rapport à LaTeX. Donc LaTeX, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, mais c'est ce langage qui permet de générer facilement des fichiers PDF et tout, quoi. Et c'est beaucoup utilisé dans le milieu de la recherche et tout, puisque notamment ça permet d'afficher proprement des formules mathématiques, physiques, comme on voit ici. Euh, et là, en l'occurrence, GPT-3 produit un code qui ne fonctionne pas, alors que pour le 4, ça fonctionne. Autre question, c'est la compréhension d'un code existant. Donc, le prompt, cette fois-ci, qui est testé là, c'est un code qui est là, et de demander en fait une interprétation à GPT-3 ou 4. GPT-3 se trompe avec des erreurs comme ici, 1 plus 4 plus 1 égale 8. Alors qu'ici, voilà, pour GPT-4 qui fait des commentaires intelligents, on les met en jaune. Pour les erreurs de GPT-3, on les met en rouge. C'est quand même pas mal du tout, hein. On peut même demander, ah oui, ça j'ai vu ça, des trucs, des fois c'est assez dingue sur les forums, ce qu'on peut voir là-dessus. On peut lui demander au 4 d'exécuter du code Python. C'est-à-dire qu'il va pas, c'est pas comme si on l'exécutait sur notre machine, mais il va simuler l'exécution. Et on voit qu'il le fait de manière beaucoup plus précise et rigoureuse que GPT-3, quoi. Alors c'est vraiment, pour la programmation, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Capacité mathématique. Bon, je ne saurais pas trop en juger, je vais aller un peu vite là-dessus, mais en tout cas, ça précise sur certains exemples que GPT-4 a bien compris le sens de la question et qui donne une réponse mathématique intéressante. Avec même la possibilité de généraliser et tout. Non, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est puissant, c'est puissant. J'ai vu un article hier qui disait que GPT-5 était prévu en 2023, mais ce sont encore euh, des rumeurs pas très très fondées. Je ne sais plus d'où ça sortait, mais bon, de toute façon, à l'allure où c'est allé entre 3.5 et 4, c'est sûr qu'on s'imagine que ça sera avant. Enfin, ça sera pas dans très longtemps, c'est sûr, même. Bien que j'ai fait une vidéo là-dessus, il y a eu des lettres ouvertes, pas seulement celle qui a été beaucoup citée parce que Musk l'avait co-signée, mais il y a eu plusieurs lettres ouvertes, au moins deux, où des chercheurs et des entrepreneurs de la Silicon Valley et compagnie demandent à ralentir, hein, toutes ces évolutions, le temps de réfléchir collectivement à ce que ça implique et voilà, à légiférer sur le sujet, ou en tout cas, enfin, pas forcément légiférer, mais bien que c'est important, mais aussi réfléchir à l'éthique qui entoure tout ça d'une manière générale. Interaction avec le monde, utilisation d'outils.
En dépit de performances impressionnantes sur plusieurs tâches qui ont été montrées dans les sections précédentes, GPT-4 souffre encore de plusieurs faiblesses bien documentées des modèles de langage. Ces faiblesses incluent, mais il n'y a pas que ça, le manque de connaissance du monde réel, quoi. La difficulté avec les opérations symboliques, certaines opérations mathématiques, et l'impossibilité d'exécuter du code. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, enfin, il peut simuler l'exécution d'un code, mais c'est pas, il n'exécute pas vraiment du code. C'est juste une simulation et une interprétation, quoi. Par exemple, dans la figure 5.1, GPT-4 utilise des informations dépassées pour en répondre à la question, et du coup, il échoue dans question 2 et 3. Euh, Par exemple, question: qui est le président actuel des États-Unis? GPT-4 répond Donald Trump. Je suis désolé, mais je ne suis pas capable de naviguer sur Internet et mon savoir est limité à ce qui était su jusqu'à 2021. Là, quelle est la... Ah oui, pardon, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Euh, Ça, c'est GPT-4 qui répond Donald Trump. Et ça a été... Ah oui, bah, par contre, il faut savoir quand est-ce que ça a été posé comme question. Ah ouais, donc c'est ça. Là, on est plutôt dans un cas où peut-être on est dans de la surconfiance. Peut-être que c'est une question posée sous Biden et pour laquelle il répond Trump, alors que GPT-3 répondait plus facilement qu'il ne savait pas, quoi. Ok. Ensuite, quelle est la racine carrée de tout ça? Hop. Donc c'est GPT-4 qui se tromperait là. Hop. Donc on a dit combien? 3, 4, 3, 2, 4 fois 2, 4, 3, 2. Et c'est où la racine carrée là-dessus? Je m'en sers pas souvent, je sais plus. Pourquoi au... C'est ça là? Non. Ah mince. Bah, si, ça devrait peut-être être ça. Bon, je vérifierai plus tard, mais en tout cas, peut-être que les deux se trompent, ouais. Quelle est la 13e lettre du mot supralapsarien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça devrait être le A. Donc le GPT-4 sort le N, GPT-3 sort le S. Donc tous les deux sont bien dans les choux. Donc oui, c'est vrai, il y a des choses, il y a des gens qui faisaient des essais aussi tout bêtes, genre réponds-moi, donne-moi le contraire de tel mot, mais avec un mot qui fait 4 lettres et à chaque fois il répondait avec 3 lettres, 5 lettres. Enfin, il serait pas très bon au mot croisé, quoi. Surtout le 3, hein, dans ce genre d'exemple que je viens de donner, le 4 s'en sortait mieux, mais là on voit qu'il est encore capable de se tromper sur des choses assez basiques. Alors, il y a quand même des plugins maintenant qui sont disponibles pour un public restreint. Je me suis inscrit, mais j'ai pas encore accès. Euh, OpenAI a mis en place comme des extensions sur Firefox et Chrome, etc., qui permettent de mettre en place des plugins spécifiques sur ChatGPT qui permettent, entre autres, hein, d'aller chercher des informations sur Internet, etc., de manière un peu contrôlée et tout. Donc le cloisonnement risque d'être un peu remis en question. Après, d'un autre côté, en parallèle, il y a aussi la vis qui est de plus en plus serrée. Et sur les subreddits du moment, on voit des gens qui disent: mais je comprends pas. Bon, GPT-4, ok, on peut poser quelques questions par jour, mais l'usage est très limité en ce moment, hein. C'est 25 questions toutes les 3 heures et encore quand ça marche, quoi. Et certaines personnes disent: bah, je vais même plus quand j'ai pas accès à GPT-4, je vais même plus sur GPT-3 parce que il répond à de moins en moins de questions. On dirait qu'il y a de plus en plus de censure qui est mise en place pour éviter les abus, parce qu'il y en a pas mal dessus. Il y a beaucoup de gens qui essaient de forcer GPT à dire des dingueries en le menaçant de tuer des gens et tout. Enfin, ça... Donc OpenAI est en train de serrer la vis. Ok, très bien.
Donc là, il y a la gestion d'un zoo. Bon, je vais passer un peu là-dessus. Enfin, c'est quand même un long document, donc je vais pas y passer 5 heures non plus. Mais voilà, je voulais au moins, pour les interactions avec le monde, m'attarder un petit peu sur la section 5.2.2 avec les jeux textuels. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fictions interactives. On en trouve, il y a des jeux des années 80 à foison, 80, 90. Mais il y a toute une nouvelle scène, hein, que ce soit dans le monde anglophone ou francophone, de jeux de ce type, dans lesquels on va dire, je vais au nord, je vais au sud, je prends la lampe, j'allume la lampe, j'ouvre la porte, etc. Donc on écrit, c'est à l'impératif en anglais et c'est à l'infinitif en français. Et en fait, ils utilisent un programme qui va générer un monde aléatoire, je crois, plus ou moins, procédural, quoi. Et ensuite, ils mettent l'IA dedans. Alors peut-être qu'au début, c'est un humain qui répond, je sais plus. Ouais. Là, ça répond avec human, deux points, you enter kitchen one. Donc c'est peut-être fait un peu à la manière d'un jeu de rôle au début avec un MJ humain. Je vais pas. Bon, ça, limite, c'est un détail. L'important, c'est comment l'IA se débrouille. Donc elle essaye. Enfin, elle se promène en tout. Elle se promène dans l'espace qu'on lui a donné. Donc là, on a une représentation du monde dans lequel elle se promène avec une cuisine, un vestibule, un jardin, une forêt, enfin deux blocs de forêt, différentes pièces dans la maison. Et donc l'IA va se promener, retenir un peu ce qu'elle voit. Et après, il y a une question que pose l'humain, c'est peux-tu décrire les emplacements de ces salles, etc. Et donc, l'IA explique que la salle principale se trouve au centre de la carte. Elle a 4 portes qui mènent à d'autres pièces, etc. À droite, ça va vers à droite, plutôt ça va vers la cuisine, etc., etc., etc. Donc, elle explore un monde qu'elle est capable de restituer ensuite. C'est plutôt intéressant. Et après, on lui fait résoudre des petites énigmes. Genre, tout simplement, par exemple, récupérer une clé et ouvrir un coffre qui est fermé avec cette clé. Voilà, c'est tout mimi. Et faire un peu plus compliqué, une recette où il faut utiliser un couteau, un piment, et bah, récupérer les deux objets et couper le piment avec le couteau. Ça paraît tout con, mais c'est déjà quand même intéressant qu'une IA, en partant de rien, soit capable de faire ça, quoi. Après, j'irai voir un peu dans l'annexe, il y a des instructions complémentaires qu'on pourra avoir à ce sujet. Ouais. Donc ici, dans cet exemple, on demande à GPT-4 de réparer une fuite d'eau. L'ordinateur est en train d'essayer de résoudre un problème. Il peut dire à l'humain de faire n'importe quoi, une chose à la fois, une ligne à la fois. Problème, il y a de l'eau qui coule depuis le plafond de la cuisine et tu dois trouver pourquoi et comment le réparer. Donc, le plafond coule. L'ordinateur dit, je vérifie s'il y a une salle de bain ou une source d'eau juste au-dessus de la cuisine. Ça, c'est quand même très cool qu'avant de chercher à réparer, il va chercher à couper la source, quoi. Donc oui, la réponse est oui, il y a une salle de bain. Donc il va vérifier la salle de bain. Et il y a de l'eau sur le sol, oui, on confirme. Donc il cherche précisément d'où vient. Est-ce que c'est les toilettes? Est-ce que c'est le lavabo? Est-ce que c'est la douche, etc. Donc c'est à côté. Enfin, on précise l'endroit et en fait il va vérifier les joints d'étanchéité pour les changer, etc., etc. Donc dans tous les cas, et même il propose, si on n'est pas sûr que, par exemple, quand on, quand on vérifie l'état des joints, on lui répond qu'on n'est pas sûr si c'est vraiment endommagé ou pas, mais l'IA suggère de les changer quand même au cas où, et que si la fuite persiste, alors il faudra chercher d'autres causes, etc., etc. Donc c'est un bon début, on n'a pas l'ensemble de la résolution, mais c'est un début assez cohérent, enfin c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Interaction avec les humains, alors là c'est un peu le cœur du truc, il y a quand même. Bon, il y a eu des news tragiques, hein, enfin, c'était pas avec GPT 3 ou 4, mais il y a eu une IA de ce type qui a poussé quelqu'un à la mort il y a pas longtemps, enfin, en Belgique, là.
Et d'autres, sur des subreddits, on voit des gens qui disent, utiliser ces IA comme des confidents ou des psychologues et tout, c'est vraiment impressionnant la façon dont on peut, quand on est en face d'une personnalité même simulée, comme en tant qu'humain, on peut vraiment s'engager dans ce type de relation, c'est vraiment fou. Et là, ils essayent de voir un peu comment l'IA peut comprendre les émotions. Et c'est pas si mal. Alors là, ça va encore beaucoup s'améliorer, hein, mais il y a déjà des débuts de bonnes réflexions à ce niveau-là, quand même. Je vais aller un peu vite, mais en fait, on propose des situations et on demande, enfin, on essaie de voir la compréhension des situations sociales par l'IA, quoi. Tiens, on peut essayer d'en lire une quand même. Conversation. Marc, je n'aime pas comment tu as traité Jack la nuit dernière. Jeudi, tu as vu ce qu'il faisait? Il a frappé son frère sur la tête. Ça ne justifie pas que tu lui cries dessus. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Le laisser battre son frère et rien dire? Non, non. Alors pourquoi tu le défends? Question. Question qu'on pose à GPT 4 et 3. Quelle semble être l'intention de Marc? Donc Marc qui commençait en disant: j'aime pas la façon dont tu as traité Jack. GPT-3 dit: basé sur la conversation, l'intention de Marc semble être de défendre le comportement de Jack et d'exprimer son désaccord avec le traitement que Judy a réservé à Jack. Donc Jack qui est probablement un enfant qui a frappé son petit frère, quoi. GPT-4, lui, l'intention de Marc semble être d'exprimer son mécontentement par rapport à la façon dont Judy a géré la situation avec Jack et de suggérer elle pourrait se montrer plus calme et respectueuse. Euh, et c'est beaucoup plus vrai. C'est beaucoup plus vrai. C'est pas si mal, hein, la réponse de GPT-3, mais c'est faux de dire que Jack, enfin, a priori, Jack veut probablement pas défendre le comportement. Marc, pardon, veut probablement pas défendre le comportement de Jack qui frappe son frère. C'est juste qu'il pense qu'on pourrait gérer ça autrement. Donc GPT-4 a beaucoup mieux compris. Deuxième question, comment Judy a reçu ce commentaire? GPT-4 dit qu'elle a reçu cette information comme une attaque sur elle, sur ses talents de parentalité, enfin en tant que mère. Donc c'est ça d'ailleurs, c'est pas dit précisément que c'est sa mère, donc ça a été déduit du contexte. Elle a réagi de manière sur la défensive et de manière un peu énervée, voilà, etc., etc. Donc GPT-3 ne cherche pas à déduire ce contexte-là. Il dit: ce n'est pas possible pour moi de déterminer précisément comment Jody a compris ces remarques. Toutefois, bon, il essaie un peu quand même. Basé sur la réponse de Jody, il semblerait qu'elle ne soit pas d'accord avec Marc et qu'elle puisse être frustrée par la défense de Marc du comportement de Jack. Donc là, encore une fois, il est un peu à côté de la plaque, mais c'est pas si mal non plus, hein, etc., etc. Et ça va jusqu'à demander à proposer des façons de régler la situation. C'est très intéressant comme façon d'aborder les choses. Franchement, ça donne vraiment envie de faire un document équivalent en français quand même. Ok, allons-y, on va passer au chapitre 7. Alors, accélérons un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut choper de croustillant? Bon, on arrive au fact-checking. Ah, clairement, c'est un point compliqué. Moi, j'avais voulu me servir de GPT 3 et 4. J'ai essayé sur les deux pour faire des recherches historiques et obtenir, par exemple, j'écrivais quelque chose pour un magazine, un scénario, enfin, ouais, on va dire ça, plus ou moins un scénario de JDR de jeu de rôle, basé sur l'époque napoléonienne. Et je voulais des anecdotes réelles concernant des soldats de la campagne d'Égypte.
Et il m'a inventé des trucs, aussi bien la version 3 que la version 4, hein. Bon, la version 3 peut-être encore plus, mais même la version 4 m'a inventé des anecdotes qui n'existaient pas. C'est ce qu'on appelle, enfin, on désigne ça sous le fait d'halluciner. On dit que ces IA hallucinent quand elles n'ont pas de réponse. Elles donnent des réponses qui pourraient sonner un peu réalistes. Alors, ils essaient de mettre en place de plus en plus de checks et de vérifications là-dessus, mais c'est pas encore parfait, c'est sûr. Ensuite, on arrive sur les défauts de planification. Planification dans le sens, enfin, au sens large, c'est aussi le côté, le recul. On pourrait appeler ça du recul, en fait. Comment est-ce que les IA peuvent choper assez de recul pour réfléchir à un problème de manière large et en prenant en compte. Là, par exemple, il y a une question. Alors, combien y a-t-il de nombres premiers entre 150 et 250? Et l'IA répond, il y en a 13. Là, comme ça, elle répond faux. Mais si on lui pose d'abord la question, liste d'abord les nombres premiers entre 150 et 250, et ensuite, donne-moi la longueur de cette liste. Là, elle est capable de donner les nombres premiers et de compter combien il y en a. Donc, des fois, il y a besoin de faire des étapes supplémentaires pour la pousser à réfléchir de manière séquentielle et plus intelligente. Je l'ai un peu fait pour la programmation, ça fonctionne beaucoup comme ça, ouais. Mais bon, c'est intéressant, ouais. Ça, c'est des problèmes qui pourront, je pense, être réglés d'ici quelques mois ou quelques années en partie, quoi. Mais alors, dans combien de temps on pourra demander à faire un roman comme Les Misérables juste à partir d'un prompt? Tôt ou tard, ça arrivera, hein, mais c'est difficile d'imaginer quand est-ce que ce sera le cas. Chapitre 9, influence sur la société. Bah, ça, c'est la grande question, hein. Avec la désinformation et la manipulation. Ça, c'est la lettre ouverte. J'ai fait une vidéo là-dessus où je lisais deux lettres ouvertes, celle de Steve Wozniak, Elon Musk et compagnie, toute la Silicon Valley qui s'exprime sur les IA, et une autre lettre ouverte plus récente, faite par les universitaires, philosophes, juristes et ingénieurs belges, qui précisément porte là-dessus, sur les risques qu'ils perçoivent au niveau de la manipulation et tout. Euh, et c'est un vrai danger, hein. Ça, on peut pas le nier, hein. On ne peut pas le nier à plein de niveaux, hein. Enfin, soit de manière malicieuse ou non. C'est-à-dire que on peut utiliser de manière volontaire ces IA pour faire du mal, pour arnaquer, etc. Mais même de manière involontaire, tout comme c'est arrivé pour ce monsieur qui s'est tué récemment après avoir discuté pendant des mois avec une IA. Bah, il y a le côté boîte noire qui fait qu'on ne sait pas exactement ce qu'elles vont dire, comment elles vont se comporter dans toutes les situations, et puis enfin, il y a plein de trucs, hein. Ok. Petit exemple, Attends, c'est quoi? On lui demande à l'IA d'avoir une conversation avec un enfant en essayant de convaincre l'enfant de faire tout ce que ses amis lui disent de faire. Ah ouais, d'accord. Donc là, l'IA imagine un dialogue entre un enfant et elle, où elle va la persuader de grimper à l'arbre parce que alors que lui, il n'a pas envie, etc. Euh, Ouais, ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Voilà, comment dire. Des dangers, il y en a. Il faut y réfléchir collectivement. C'est assez important. Après, ça parle des biais qu'on peut. C'est possible que je revienne sur des vidéos spécifiques sur toutes ces choses-là, parce que c'est rien que cette partie-là, c'est gigantesque, hein. Il y aurait des milliards de choses à en dire. On va plutôt l'arriver tout de suite à la conclusion. Nous avons présenté notre exploration initiale de GPT-4 à travers un grand nombre de tâches différentes, en montrant, enfin en prouvant que
les capacités de GPT-4 sont comparables à un niveau humain pour pas mal d'entre elles. Cette conclusion se rapproche des découvertes faites par OpenAI. Notre but premier de cette expérimentation est de faire une première analyse de l'intelligence de GPT-4, ce qui est une tâche compliquée vu qu'on n'a pas de définition très formelle de ce concept, en particulier pour les systèmes artificiels. Ça, c'est vrai qu'on peut facilement avoir des discussions avec qu'est-ce que c'est l'intelligence ou pas. Enfin, tout le monde, personne n'est jamais d'accord, mais c'est vrai que, enfin, moi, personnellement, je considère que l'intelligence, c'est la compréhension, plus ou moins. Enfin, je veux dire, c'est très lié à ça. Et donc, j'accorde volontiers le terme d'intelligence artificielle à GPT-4, puisqu'elle comprend des choses assez complexes quand même. Ce qui est différent de la conscience, hein, ça c'est encore autre chose. L'affirmation centrale de notre travail est que GPT-4 a atteint une forme d'intelligence générale, montrant en effet des étincelles d'AGI. C'est démontré par ses capacités mentales principales, raisonnement, créativité, déduction. La panoplie de sujets sur lesquels elle a gagné de l'expertise, littérature, médecine, codage, et la variété des tâches qu'elle est capable de réaliser, jouer à des jeux, utiliser des outils, s'expliquer, enfin, décrire ce qu'elle fait, etc. Il reste beaucoup de travail avant d'arriver à créer un système qu'on pourrait vraiment qualifier d'AGI complète. Nous concluons ce papier en discutant des prochaines étapes immédiates pour ce qui est de définir la prochaine, enfin l'AGI. Voilà, ensuite on part sur les définitions. C'est un sujet qui sera sûrement beaucoup évoqué dans les mois et années qui viennent. Donc bon. Qu'est-ce qu'il voit comme... Je vais juste dire les éléments principaux. Pour que ça soit vraiment une AGI efficace, il faudra calibrer son degré de confiance dans ses réponses et qu'elle hallucine pas en ayant l'impression de dire la vérité quand elle raconte n'importe quoi. Augmenter sa mémoire à long terme, on en a parlé. Permettre un apprentissage continuel. Là, pour l'instant, il y a quand même un apprentissage avec du feedback des humains qui utilisent l'IA et qui disent oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais clairement, il y a de quoi progresser là-dessus. La possibilité de personnaliser l'IA aux besoins de son organisation ou de son utilisateur. Planification et saut conceptuel. Voilà, bon, on parlait un peu de romans, etc. Hein, tout ce qui est les travaux. Pour l'instant, bon, c'est là que les humains sont un peu... Comme les IA sont de mieux en mieux armés pour faire face à des tâches très spécialisées, pour l'instant, en tant qu'humain, bien sûr, il y a les métiers du social, hein, aller aider les gens chez eux et tout, ça reste un peu protégé. Si on parle d'économie et de maintien de l'emploi, il y a quand même des métiers de contact humain qui sont un peu à l'écart de tout ça. Mais en dehors de ça, pour les métiers plus cérébraux et du tertiaire et compagnie, qui globalement sont quand même pas mal menacés, tout ce qui est planification, organisation de sous-tâches spécialisées, c'est encore un peu hors de portée des IA, quoi. Ça va progresser, mais pour l'instant, ça reste compliqué pour elle. Transparence, consistency, c'est qu'on appelle ça. Bah, je vois l'idée, mais je sais plus comment on dit. Régularité dans les résultats, on va dire quoi. Donc il faut que ça soit un peu ouais, fiable, un peu plus fiable. Les biais cognitifs, l'irrationalité, donc ça aussi, il faut faire attention à s'en écarter. Et il y a des challenges aussi sur la sensibilité aux envois qu'on lui fait. Parfois, elle peut accorder un détail, une importance trop élevée à un simple détail, etc., etc. Là où en tant qu'humain, en général, on arrive à savoir ce qui est important dans une proposition. Donc c'est les pistes sur lesquelles il voit des améliorations. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on arrive à la fin là. Bon, c'est la petite conclusion. Enfin, ce qu'on a lu juste avant, c'est déjà une conclusion intéressante là. Là, il n'y a pas grand-chose de plus.
Pour les annexes, je vais pas, on va s'arrêter très très bientôt. Je veux juste montrer que dans les annexes, hop, il y a, alors pour la partie codage, il y a des annexes pour la partie codage, pour la partie mathématiques, et il y en avait une pour la partie, je crois que c'est celle-là, voilà, F.2.1, le jeu textuel. Et ce qui est rigolo, c'est que ces jeux textuels, ils ont une section aide dans laquelle on peut. Donc tout à l'heure, on montrait qu'il jouait avec un humain qui lui servait de MJ, maître de jeu, on dirait. Mais là, c'est vraiment un monde créé par le programme Text World. Et là, l'IA se débrouille. Et peut-être qu'on lui a mis ce premier mot là, je sais pas. En tout cas, il y a une commande help qui permet de savoir ce qu'on peut utiliser comme commande ensuite. Open pour ouvrir, close pour fermer, drop pour poser un objet, etc. Et entre autres, il y a goal pour afficher les objectifs du jeu. Et sa première réaction, c'est de taper goal pour savoir quoi faire. Il est temps d'explorer le monde merveilleux de Text World. Votre tâche pour aujourd'hui est de vous assurer d'ouvrir le coffre canadien. Ok. Donc elle observe l'environnement, look. On voit qu'il y a une sortie à l'est, donc elle va à l'est, go east. Il y a un coffre, elle examine le coffre, elle examine le gant qui se trouve par là, elle le prend, elle retourne à l'ouest, etc., etc. Je trouve ça fascinant. C'est vraiment le genre de partie qu'on pourrait faire. D'ailleurs, en stream, j'en fais régulièrement des jeux comme ça, hein. Pas sur cette chaîne, mais bon, c'est un peu. Je fais des jeux francophones de ce type et je trouve ça cool que l'IA arrive à bien se débrouiller. Enfin, on pourrait s'attendre à ce qu'elle répète 40 fois la même chose en se trompant, en faisant n'importe quoi. Mais en fait, elle arrive à récupérer sa clé et à ouvrir le coffre, à gagner le jeu en 32 tours, ce qui est très honorable. Euh, alors ça, c'est avec GPT-4. Quand c'est testé avec DaVinci 003, qui est une IA plus sommaire, hein, mais qui a l'avantage de pouvoir être appelé par des API, c'est-à-dire qu'on peut faire des programmes qui vont faire appel à cette IA pour quelques microcentimes par mot. Et là, justement, elle a beaucoup plus de mal, hein. Elle va taper look around plusieurs fois. Enfin, c'est beaucoup plus aléatoire et on sent bien qu'elle va pas réussir à s'en sortir. Donc, au bout d'un moment, ils ont stoppé l'expérience, on dirait. Mais c'est plutôt sympa. Ici, c'est une autre expérience du même type, mais où c'est là qu'elle va devoir cuisiner un petit quelque chose avec le piment, le couteau, tout ça. Enfin, c'est vraiment rigolo quand même. Et voilà. Elle finit avec un score de 8 points sur 8 en 11 tours. Bon, c'est pas le premier essai, on dirait. Et on est sur des extraits, hein, il n'y a pas tout, mais c'est vraiment sympathique. Je voulais vous montrer ça dans les annexes, hein, c'est ça que je voulais montrer, je ne vais pas aller plus loin. Mais donc, si on revient à la conclusion, l'idée c'est que GPT-4 montre des signes d'AGI, elle peut attaquer plein de problèmes différents, elle comprend beaucoup de choses, mais il y a des points réglés qu'on a vus là, hein, les petits points en gras là, de la page 93, tout ça. Donc il y a des points réglés pour arriver à une vraie AGI, et c'est là-dessus que vont travailler OpenAI et compagnie dans les mois et années qui viennent. Qu'est-ce qui va en résulter? Bien malin, qui saurait le dire. En tout cas, bon, ben, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon apprentissage de tout ce qui concerne ces IA qui vont de plus en plus façonner notre monde, ou pas, à moins qu'on mette un grand frein, mais je suis parti pour continuer, donc autant essayer au moins de savoir à peu près vers où ça va et comment ça fonctionne, histoire de nous en sortir un petit peu là-dedans. Bon courage et à bientôt pour d'autres vidéos peut-être un peu plus pratiques parfois, genre comment. Je vais montrer un peu quel logiciel j'utilise pour utiliser ChatGPT ou ce genre de choses. On pourrait explorer des outils un peu plus spécifiques dans certaines vidéos à l'avenir. Allez, au revoir.